Bonjour, quel plaisir de te retrouver dans ce nouvel endroit là que je me suis déniché au cœur de Puerto Vallarta, mais en même temps je suis tranquille, il n'y a personne, il y a des arbres absolument gigantesques et magnifiques là autour de moi, c'est parfait. Donc dans cet environnement, j'avais envie de te parler aujourd'hui et la semaine prochaine d'empathie. J'avais envie de te proposer des clés, des ressources pour te permettre de mieux vivre ton empathie au quotidien. Je me rends vraiment compte, je mesure à quel point l'empathie, c'est vraiment pas toujours quelque chose de facile à vivre. On ressent dans son corps, émotionnellement, physiquement, diverses sensations, différentes choses, on reçoit différentes informations. Et quand on est connecté comme ça à son empathie, c'est pas toujours évident de savoir qu'est-ce qui nous appartient, qu'est-ce qui appartient à d'autres. On sait pas trop d'où ça sort, on sait pas trop quoi faire de ça. Sans compter qu'en plus, c'est pas toujours agréable ce qu'on ressent. Donc ça peut être assez compliqué. Voilà. Donc dans cette vidéo et dans la prochaine, on va regarder tout ça en détail. Et donc si tu sens que ton empathie c'est quelque chose que tu vis pas toujours très bien, je pense que dans ces deux vidéos, tu vas trouver des clés, de ressources pour t'aider à mieux vivre ça au quotidien. Et si tu as envie d'avoir rapidement une idée des différents points qui vont être abordés dans chacune de ces vidéos, je te mets le sommaire dans la description. Je suis Karine Lépouchard, je suis thérapeute, énergéticienne et enseignante indépendante. Dans cette vidéo et dans celle de la semaine prochaine, je vais partager avec toi des clés, des ressources pour t'aider à mieux vivre ton empathie au quotidien. Bien sûr, la première question à se poser, celle qui va nous permettre de partir sur de bonnes bases, c'est de se demander de quoi on parle. Qu'est-ce que c'est que l'empathie? L'empathie, pour moi, c'est cette capacité partagée par la plupart des êtres humains de ressentir physiquement, émotionnellement, psychiquement ce qui se passe chez une autre personne. Et parfois aussi chez d'autres êtres qui ne sont pas forcément des êtres humains, parce qu'on peut ressentir de l'empathie pour des animaux, par exemple. Donc oui, ce que je suis en train de te dire, c'est bien ça, c'est qu'on peut ressentir physiquement, émotionnellement, psychiquement ce qui se passe dans la réalité physique, émotionnelle et psychique d'une autre personne. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a des études scientifiques qui montrent que plus une personne va être reliée à ce qui se passe dans ses propres ressentis internes, donc plus elle va être présente à elle-même, à son corps, à ses propres ressentis physiques, émotionnels, à ce qui se passe à l'intérieur d'elle, plus cette personne va être capable de faire preuve d'empathie. Je te mets les liens, les ressources, les références scientifiques dans la description juste en dessous, si ça t'intéresse d'aller creuser ça et d'aller voir un petit peu plus loin. Ce que montrent ces études en neurosciences, notamment, c'est qu'on a partout dans le corps des récepteurs dans les viscères, dans les muscles, un peu partout dans notre corps, et que ces récepteurs sont câblés, sont reliés à notre cerveau, et qu'ils arrivent dans notre cerveau à des aires, c'est-à-dire des zones du cerveau qu'on appelle des aires interoceptives. Et on peut mesurer l'activité de ces aires interoceptives. Et d'ailleurs, la capacité d'une personne à sentir ce qui se passe dans son corps, c'est ce qu'on appelle l'interoception. Et ce que montrent ces études, c'est qu'il y a un lien direct entre le développement et l'activité de ces aires cérébrales interoceptives et la capacité d'une personne à faire preuve d'empathie. C'est fou quand même, c'est vraiment ce que je te dis, c'est-à-dire que plus tu peux être capable de ressentir finement et d'être présent à ce qui se passe dans ton corps, plus tu vas pouvoir développer tes capacités d'empathie. Et ces études montrent également à l'inverse que des personnes qui ont du mal, pour différentes raisons, à être en lien avec leur ressenti physique et aussi avec leur ressenti émotionnel, ces personnes-là vont avoir davantage de difficultés à manifester et à faire preuve d'empathie dans leur comportement, dans leur relation avec les autres. Et ça vaut quand même le coup qu'on s'y attarde quelques instants. Je ne sais pas si tu es au courant, mais quand une personne vit des traumatismes importants, souffre énormément, un des mécanismes naturels et spontanés de sa structure psychique, c'est de se décaler justement de ses ressentis, de couper, de se dissocier des parties souffrantes d'elle-même, juste pour se protéger et continuer à pouvoir fonctionner. C'est une stratégie naturelle et spontanée de survie. Donc si une personne se décale de ses propres ressentis physiques et émotionnels, cela veut dire qu'elle va être moins en mesure de faire preuve d'empathie. Et ça, c'est quand même intéressant, parce que quand je me retrouve confrontée à une personne dont je trouve qu'elle manque à un moment donné d'empathie, ou dont je trouve qu'en général,
elle fait pas beaucoup preuve d'empathie dans les relations avec moi, dans sa relation avec moi. Bah, peut-être que ça peut être à moi de faire preuve d'empathie et de me dire: «OK, mais finalement, que vit cette personne? Ou qu'a vécu cette personne? Qu'est-ce qui fait que là, à ce moment-là, ou que en général, cette personne me semble manquer d'empathie?» Et là, on peut du coup voir l'interaction et voir la personne à partir d'un regard qui est plus ouvert, qui est plus dans l'amour, qui est plus dans l'accueil, qui est moins dans le jugement. Parce que c'est vrai que parfois, quand on a la sensation que quelqu'un manque d'empathie dans la relation, on va être vite dans la réaction, dans ses propres souffrances, dans ses propres blessures, on va se sentir rejeté, incompris, etc. Alors que si je me dis, ok, cette personne-là, en ce moment, n'a pas les moyens de faire preuve, de mettre en œuvre de l'empathie, qu'est-ce qui se passe en fait? Qu'est-ce qui se passe pour elle? Et là, je peux aller vers la personne avec beaucoup plus d'empathie. Alors revenons à ces personnes qui, pour le coup, sont très reliées à leur empathie et qui vont pouvoir ressentir physiquement ce qui se passe pour quelqu'un d'autre, qui vont pouvoir ressentir émotionnellement ce qui se passe aussi émotionnellement pour quelqu'un d'autre, ou d'un niveau psychique, au niveau cognitif. Donc ces personnes-là vont avoir tout un tas d'informations qui ne sont pas forcément faciles à discerner et à gérer. Et donc il y a ces personnes, quand elles prennent conscience de tout ça, qui vont se retrouver à se dire, ok, là j'ai mal, là j'ai une douleur, bon j'ai aucune raison d'avoir cette douleur-là, bon est-ce que c'est à moi, est-ce que c'est à l'autre? Tiens, toi t'aurais pas mal là par hasard parce que je sais pas si c'est à moi, si c'est à toi. Et on se retrouve comme ça dans des trucs complètement surréalistes, et je sais pas comment c'est pour toi d'entendre ça, si ça te parle ou si tu vis ce genre de choses. Mais vraiment des fois on se retrouve à se demander, mais des trucs complètement surréalistes, tiens cette douleur, est-ce que c'est vraiment à moi? Ou cette émotion, tiens mais je me sens triste, mais j'ai aucune raison de me sentir triste, donc est-ce que je suis pas en train, entre guillemets, de prendre la tristesse de l'autre ou de sentir ce qui se passe chez l'autre? Et là, quand on en arrive à ce genre de questionnement et qu'on n'a pas l'habitude, que c'est le début et en fonction de ses croyances, alors on peut vivre ça de plein de manières différentes. Et ça peut se jouer dans une relation juste entre deux personnes, ça peut se jouer dans un collectif, dans une famille, hein, dans un même foyer, ça peut se jouer au travail, ça peut se jouer à des niveaux collectifs beaucoup plus grands, au niveau d'une société, d'une nation, au niveau vraiment de l'humain global. Et donc, quel que soit le niveau où ça se joue, ça peut devenir un sacré sac de nœuds et ça peut être vraiment facile de commencer à psychoter. La plupart des personnes vont vivre ça inconsciemment, vont avoir différents ressentis de toutes sortes et vont pas forcément se poser la question est-ce que ça m'appartient pas, réfléchissent pas forcément à ces histoires d'empathie. Mais quand on est sur un chemin de conscience et qu'on découvre tout un tas de phénomènes énergétiques, ésotériques, alors là on commence à se poser ces questions et c'est là que la psychose peut commencer. La plupart du temps, la manière dont on va vivre son empathie, ça dépend vraiment des croyances que l'on va avoir sur soi-même, sur l'autre, sur les autres. Et c'est vraiment un révélateur et c'est une opportunité de guérir vraiment beaucoup de choses dans sa représentation de soi, de l'autre et de sa relation à l'autre et au monde. Si par exemple j'ai cette croyance que je suis quelqu'un de fragile, de faible, d'impuissant, et si en plus j'ai cette croyance que l'autre peut être dangereux, peut être toxique, hein, l'autre ça peut être un autre, ça peut être un groupe d'autres, si j'ai des croyances comme ça, mais alors à travers l'empathie, je vais avoir des occasions magnifiques de me confronter à toutes ces croyances. Parce que ça va être facile de rentrer dans des peurs que l'autre va pouvoir m'intoxiquer avec ses pensées, avec ses émotions, avec ses énergies. Est-ce que j'ai des croyances qu'il y a des bonnes et des mauvaises énergies? Est-ce que j'ai cette croyance qu'il y a des émotions positives et des émotions qui sont négatives? Ça veut dire que les émotions négatives, elles peuvent me polluer, elles peuvent me pomper. Est-ce que j'ai cette croyance que l'autre, comme ça, peut arriver et me prendre mon énergie? Est-ce que j'ai cette croyance que si je suis fatiguée, c'est la faute de l'autre parce qu'il me pollue, il me prend son énergie? Et plus j'ai ces croyances comme ça, d'être faible, d'être fragile, d'être dans la puissance, d'être dans l'impuissance, d'être influençable, bah plus l'empathie, ça va me confronter à tout ça. Parce que je crois que l'autre peut m'influencer, je crois que l'autre peut pomper mon énergie, peut me vampiriser, je crois que l'autre peut m'intoxiquer. Et alors là, on va vers une expérience de l'empathie, mais qui est super douloureuse, qui est super compliquée, et on va retrouver des personnes qui vont passer leur temps à se protéger et à chercher des stratégies pour couper, pour mettre des armures. Et là, c'est une guerre, mais qui peut être vraiment sans fin, à moins de confronter ses peurs et de regarder quelles sont les croyances qui génèrent ces peurs.
Qu'est-ce que je veux dire quand je veux dire que l'empathie va nous faire confronter nos peurs? Prenons un exemple. Imaginons que dans une relation avec une autre personne, à chaque fois que je me retrouve confrontée en présence de cette personne, je me sens crevée, je me sens fatiguée. Je peux me dire, cette personne me prend mon énergie, cette personne me vampirise, cette personne me plombe, cette personne me pollue avec ses mauvaises pensées, ses mauvaises énergies, ses émotions négatives. Cette personne, elle est toxique pour moi. Ça, c'est une manière de voir les choses à partir de l'ego, à partir de la survie, à partir de la peur. C'est de la faute de l'autre. Je projette que c'est l'autre qui porte tout le négatif. Et moi, j'arrive pure dans cette relation et je me retrouve complètement plombée et descendue à cause de l'autre. Ça, c'est la vision victime de la relation. C'est une manière de vivre les choses. Et plus je vais rentrer en relation avec cette personne-là et à chaque fois me retrouver fatiguée, ça va conforter ma croyance puisque je refais sans arrêt la même expérience. Donc je vais vraiment ancrer et cristalliser cette croyance profonde que cette personne-là, elle est vraiment toxique, c'est vraiment de sa faute. Après, il y a d'autres manières de voir les choses. Je peux aussi vivre cette relation avec beaucoup plus d'ouverture et de conscience, sans du tout me prendre pour une victime et sans accuser l'autre de quoi que ce soit, et juste mesurer que, effectivement, pour l'instant, à chaque fois que j'ai été en relation avec cette personne-là, j'étais fatiguée, je me sentais pas bien, je me sentais lourde, voilà, il y avait quelque chose qui jouait pas. Alors, si je suis dans ma responsabilité, dans ma puissance, je peux introspecter et regarder ce qui se passe, sans accuser l'autre de quoi que ce soit. Et peut-être que là, je vais découvrir différentes choses. Il y a plein de possibilités. Un exemple d'une chose que je peux découvrir parmi plein d'autres interactions et enjeux dans une relation, je peux par exemple me rendre compte que finalement, je ne suis pas en accord avec la manière dont ça se passe, cette relation. Peut-être que la personne exprime des choses avec lesquelles je ne suis pas en accord, ou peut-être que je vois la personne se comporter de telle ou telle manière et c'est pas en accord pour moi, mais peut-être que je ne m'autorise pas à exprimer ma vérité, mon ressenti auprès de cette personne. Donc peut-être que ce qui fait que je me fatigue dans cette relation, c'est que je ne suis pas pleinement dans ma vérité, dans mon authenticité. Peut-être que j'ai mis des masques, peut-être que je ne suis pas vraiment dans la justesse, moi. Comment je me positionne dans cette relation? Peut-être que moi j'ai des choses à exprimer à cette personne. Et ça c'est juste un exemple, mais des exemples, il y en a plein d'autres. Donc quand je regarde ce qui se passe dans l'interaction avec une personne et que je prends ma responsabilité, des fois, je me rends compte que la raison pour laquelle je suis fatiguée, c'est absolument pas parce que l'autre me prend mon énergie, etc. C'est parce que moi, ma manière de me positionner dans cette relation fait que ce que je vis dans cette relation n'est pas en accord avec ce que j'aspirerais à vivre. Et du coup, c'est ça qui me fatigue. Ça, c'est une possibilité parmi plein d'autres. Ça peut être aussi que je vois que cette personne vit des choses qui ont l'air très difficiles, des émotions, des ressentis, des expériences qui ont l'air lourdes et qui ont l'air difficiles, et que ça me touche et que peut-être moi ça me renvoie à des choses qui m'appartiennent aussi dans mes propres expériences ou pas. Mais il y a plein de manières, il y a plein de choses qui peuvent se passer dans une interaction qui font que si je suis dans mon ego, dans l'accusation, je vais accuser l'autre et je vais dire mais c'est l'autre qui m'intoxique avec ses trucs négatifs. Et si je regarde vraiment ce qui se passe pour moi, alors je vais pouvoir prendre ma responsabilité et me rendre compte de absolument plein de choses. Et là, la relation, elle redevient vivante. Et là, il y a plein de choses que je peux ajuster. Il y a plein de comportements que je peux changer. Et là, c'est hyper riche. Et là, ça redevient vivant dans l'interaction. Tout ça pour dire que l'empathie, ces perceptions, ces ressentis, ces informations que l'on a, c'est vraiment une manière, mais magistrale, de se confronter à notre propre réalité intérieure. Et à chaque fois qu'on va se confronter à ces différentes expériences, on a toujours le choix, en tout cas ces deux potentiels, qui sont soit de se positionner par rapport à son ego, ses peurs, et de renforcer ces mécanismes, ces croyances de peur et ces ressentis de peur et ces comportements qui viennent de la peur, ou alors il y a cette autre potentialité d'ouvrir, de se mettre dans l'amour et dans sa responsabilité et de regarder vraiment ce qui est vivant et ce qui se joue avec le moins de masques, le moins d'armure possible et dans sa vérité. Et là, c'est hyper riche. Alors quand on en arrive là, c'est vrai qu'on peut en arriver à se dire non mais tout ça c'est bien compliqué.
quand on voit toutes les psychoses que ça peut amener, toutes les peurs, toutes les prises de tête, de se dire ça m'appartient pas, à qui ça appartient, pourquoi je le prends, nanana, on peut se dire waouh, c'est bon, pour moi c'est too much. Pourquoi se prendre la tête avec ça? Est-ce que c'est pas plus simple de juste vivre les choses sans se poser trop de questions, naturellement, spontanément, et sans se prendre la tête en fait? C'est clair, ah mais c'est clair, c'est clair. Le truc c'est juste, si tu sens que toi, tu as ce mouvement, tu as cet élan, si vraiment tu te poses ces questions, que tu t'intéresses à cette empathie, à ces phénomènes-là, à ces ressentis-là, et que tu sens que tu as envie de savoir ce qui t'appartient ou pas, ce que je t'inviterais juste à regarder vraiment dans ta vérité avec le plus de sincérité possible, c'est cette envie, d'où elle vient. De quelle partie de toi ça vient? Est-ce que cette envie d'apprendre à discerner ce qui t'appartient ou pas, est-ce que ça vient des peurs? Ou est-ce que ça vient de l'amour? Et ça peut venir des deux, hein, mais c'est juste d'avoir de la clarté quand on est sur un chemin de conscience, et j'imagine que c'est ça à quoi on aspire, c'est d'avoir le plus de clarté possible sur ce qui se passe en conscience, en soi. Donc cette envie, cet élan de savoir ce qui nous appartient, ce qui se passe en soi, d'où ça vient? Parce que si ça vient d'un mouvement qui vient de la peur, alors bon courage. Parce que si tu as envie de savoir ce qui t'appartient, ce qui t'appartient pas, pour encore mieux te protéger, pour encore mieux contrôler les choses, pour que tout soit bien propre, bien clean, pour plus être influencé parce que tu crois que tu es fragile et qu'on peut te perturber, etc. Si tu es dans cet état d'esprit-là, alors effectivement, tu vas faire que renforcer les psychoses, les psychotages, les prises de tête, et la violence, la séparation et toutes ces choses-là. Donc là, vraiment, effectivement, si tu te rends compte que c'est ça qui est en train de se jouer, alors je t'inviterais plutôt à lâcher et aller profiter de la vie et surtout te prendre le moins possible la tête avec tout ça. Ça, c'est clair. Après, on peut très bien sentir qu'il y a un élan en soi de découvrir, de discerner ce qui nous appartient. Non pas à partir de cette peur, même si cette peur elle peut être aussi présente, mais on peut sentir en soi que c'est un élan d'amour. Parce que quand on a vraiment cet élan d'amour pour soi, on a soif de se rencontrer. Et quand on a soif de se rencontrer, de se connaître, de goûter qui on est dans son essence, dans son corps, à travers tous les aspects de qui on sent être, alors on a envie de se connaître, on a envie de savoir mais ça c'est à moi ou pas en fait. Parce qu'on n'a pas envie d'en perdre une miette. Et en plus quand on prend confiance et quand on prend conscience de ces mécanismes d'introspection, de guérison intérieure, et qu'on voit qu'à chaque fois qu'on fait ce processus, dont je te parle dans mon e-book, je te remets 2 liens si ça t'intéresse, ce processus de guérison qui passe par l'accueil, qui passe par l'acceptation, le pardon, la gratitude, et qu'à chaque fois qu'on a un inconfort, un ressenti qui est désagréable, qu'on a des blocages comme ça dans sa vie, et qu'on fait ce processus pour introspecter, regarder avec amour, se permettre de ressentir les choses, et qu'on voit comment ça met de l'espace, comment ça active des auto-guérisons, et comment ça permet de toucher des états qui sont tellement précieux et qui sont tellement bons, et tellement, oui, précieux. Quand on fait cette expérience-là plusieurs fois, bah alors on en veut encore, à chaque fois qu'il y a des inconforts qui passent pas. Alors je parle pas du fait de faire ça sur toutes les petites choses, mais quand on voit que dans une interaction, quand dans un groupe ou même en soi, on voit qu'on ressent des choses, on n'est pas sûr que ça nous appartienne, bah on a envie de savoir que si ça nous appartient, parce que si ça nous appartient, on sait que derrière il y a cette introspection possible, il y a cette recherche, il y a ce mécanisme qu'on peut mettre en œuvre, et on sait qu'on va encore grandir, on sait qu'on va encore apprendre, on sait qu'on va se sentir encore mieux, encore plus stable, encore mieux en soi, et ça c'est tellement goûteux et savoureux quand on en fait l'expérience, que ouais, c'est ce que je disais tout à l'heure, on n'a juste pas envie d'en perdre une miette. Donc ça vient d'un élan d'amour, d'un élan de se rencontrer. C'est pas pour contrôler, pour se protéger ou pour éviter d'être pompé ou intoxiqué, ça n'a rien à voir. Et quand on regarde en soi, il peut y avoir les deux, bien sûr. Mais c'est important de voir, il me semble, hein, s'il y a au moins cet élan d'amour pour soi. Et ce qui est vraiment précieux aussi, je trouve, quand on prend confiance dans ce processus d'introspection, de guérison intérieure en conscience, c'est que quand on fait ça, ça devient de plus en plus facile d'être dans sa responsabilité, d'être dans son pouvoir personnel, parce que on a de moins en moins tendance à accuser l'autre, parce qu'on prend l'habitude d'être dans l'acceptation,
de pardonner, donc de voir de moins en moins de coupables et d'être de moins en moins dans la culpabilité. J'ai fait une vidéo il n'y a pas longtemps sur la culpabilité, je te remets le lien, parce qu'il y a beaucoup d'éléments que j'ai énoncés là-dedans. Et c'est beaucoup plus facile de vivre son empathie, de discerner ce qui nous appartient, ce qui ne nous appartient pas, évidemment quand on prend l'habitude d'introspecter, de s'installer en soi-même, et quand on ressent quelque chose, d'être vraiment capable de prendre sa responsabilité, d'assumer ce qu'on ressent quand ça nous appartient, physiquement, émotionnellement, d'assumer les pensées qui nous appartiennent, sans être dans aucune forme d'accusation, de reproche, ni à soi, ni à l'autre, sans être dans cette culpabilité. Je veux dire, voilà ce qui est, voilà ce que je ressens. Et quand je suis capable de prendre vraiment ma responsabilité sur ce que je ressens, j'ai beaucoup moins tendance, évidemment, à projeter sur l'autre et à accuser l'autre. C'est normal, c'est naturel, c'est logique. Et il n'empêche que parfois, au cours d'une introspection, on peut aussi se rendre compte que là, vraiment, cette sensation physique ou cette émotion, cette atmosphère intérieure là qui est là, je sens bien vraiment avec clarté que ça ne m'appartient absolument pas. Parfois, je sais à qui ça peut appartenir ou de quel collectif ça peut venir, et des fois, je ne sais pas. Mais je sens bien que c'est pas à moi. Et donc là, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais quand je sens vraiment clairement que là, ce que je ressens, ça m'appartient pas. Et en plus, parfois, ce que je ressens, ça m'appartient pas. Et en plus, c'est douloureux, c'est désagréable, c'est inconfortable. Donc là, je fais quoi? Qu'est-ce que je peux faire de ça, vraiment en restant dans cette ouverture, dans cette intention d'amour? Qu'est-ce que je peux faire de ça, sans être dans les psychoses dont je parlais tout à l'heure et dans les peurs? Voilà, à partir de l'amour, à partir de l'accueil, à partir de la conscience, que fait-on de ça? Eh bien justement, il y a vraiment beaucoup à dire sur ce point spécifique et je ne veux pas faire une vidéo trop longue. Donc ce que je te propose, c'est qu'on se retrouve la semaine prochaine pour regarder ça en détail. Il y a vraiment encore des clés essentielles que j'ai à cœur de partager avec toi pour t'aider justement à vivre cette empathie à partir d'une intention d'amour, d'ouverture et de conscience. Si tu as aimé cette première partie de vidéo, si tu penses qu'elle peut aider, inspirer d'autres personnes à mieux vivre leur empathie, alors surtout n'hésite pas à soutenir la diffusion de cette vidéo. Tu peux la liker, tu peux t'abonner à la chaîne et bien sûr tu peux la partager largement sur les réseaux sociaux, dans les groupes et partout où tu penses que ça peut être utile. En tout cas, moi je te donne rendez-vous la semaine prochaine et d'ici là, prends bien soin de toi. Je t'embrasse. Bye bye.